Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour. On voit que vous êtes déjà 56 personnes connectées. J'espère que vous nous entendez bien. On est hyper contente d'être là aujourd'hui avec vous. Bonjour Emmanuel, bonjour Véronique, bonjour Laïla, bonjour Sandrine. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais les premiers ont toujours un petit privilège. Bonjour Jean-Thomas, Ella, Magdalena, Valérie. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va, écoutez, on va commencer assez vite parce que l'art est long et la vie est brève, comme on dit. On a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui, donc ne perdons pas trop de temps. Merci encore d'être là pour parler de l'importance du bien-être mental dans la rétention et l'attractivité des talents. Avant toute chose, un point logistique qui a son importance. Vous pouvez poser vos questions et voter pour celles qui vous intéressent le plus dans l'onglet questions qui est sur la droite de votre écran. Est-ce que tout le monde le voit bien? J'ai l'impression que vous êtes hyper réactifs. Donc c'est super, génial. Merci beaucoup Karine, Laïla, Magdalena, Marine pour vos réponses. On a hâte de découvrir les questionnements que vous vous posez. Donc on y répondra avec le plus grand plaisir à la fin de notre intervention. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on se présente rapidement. Vous avez peut-être pu regarder nos profils LinkedIn, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de se l'entendre dire par les personnes. Marine, je te laisse l'honneur de commencer. Avec plaisir, merci Sophia. Donc bonjour à tous, je suis ravie de participer à cet échange, à ce webinaire avec vous. Je m'appelle Marine Bernard, je suis consultante senior chez Great Place to Work. Great Place to Work, donc nous on est une entreprise qui est spécialisée sur l'expérience collaborateur. Voilà, on a une expertise de 30 ans à peu près, donc on vient des États-Unis, on est implanté en France depuis 20 ans. Et mon métier, c'est d'aider les organisations à se mettre en action pour pouvoir développer la perception de la confiance en interne auprès de leurs équipes. Merveilleux, quel programme. Merci beaucoup Marine. Margot, je t'en prie. Merci Sophia. Bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc moi je suis Margot Tancred, psychologue référente chez Moka.care. Moka, c'est une start-up spécialisée sur le sujet de la santé mentale, dans laquelle on travaille toutes les deux avec Sophia depuis plusieurs années. À ce titre, du coup, en tant que psychologue du travail, moi j'accompagne individuellement et collectivement les employés qui ont accès à Moka, à la fois sur de la prévention et aussi en postvention. Donc, quand il y a des crises malheureusement qui sont inévitables. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous partager les meilleures pratiques que l'on a obtenues aussi au cours de ces dernières années d'accompagnement avec Sophia, que je laisse se présenter également. Merci Margot. Et de mon côté, j'ai travaillé dans une scale-up spécialisée dans le recrutement des jeunes talents pendant 5 ans. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis aux côtés de Margot chez Moka.care. Je gère une équipe de Customer Care. Et en fait, on accompagne les équipes RH afin de faire de la santé mentale un pilier de leur culture d'entreprise. Et comme ça, d'avoir des salariés qui vont le mieux possible et une organisation saine durablement. Alors, maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux, vous le sentez venir, on commence déjà à parler de bien-être, de santé mentale et, spoiler alerte, le sigle QVCT ne va pas tarder à faire son entrée. Alors, je vous propose un rapide point vocabulaire. C'est peut-être un peu scolaire, mais ça permet d'avoir tout le monde sur le même niveau et c'est quand même important. Je tenais à vous partager une définition qui nous tient à cœur. C'est la définition de la santé mentale. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui l'a mise vraiment noir sur blanc. Et elle définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Je tenais à commencer par cette définition-là, parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que au sein même de cette définition, donc de la définition de la santé mentale, est invoqué le bien-être qui permet de travailler avec succès et de manière productive.
Bon, j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui avec nous, 93 personnes déjà, eh bien, c'est que vous doutez pas en fait que la santé mentale ne peut qu'être au cœur des sujets des RH, mais ça reste quand même essentiel de mettre la lumière sur cette relation intrinsèque qui est quand même encore un petit peu questionnée parfois. Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la QVCT. Donc, ça désigne la qualité de vie et des conditions de travail. C'est Marine, qui est la spécialiste, qui en parlera plus amplement dans quelques minutes. Mais on peut d'ores et déjà dire qu'au-delà de la notion de bien-être individuel et collectif, c'est surtout la condition sine qua non de la performance globale. Au cours de cette intervention, on va tâcher d'éclairer les enjeux de bien-être mental à 3 niveaux. À l'échelle organisationnelle, au sein des équipes et à l'échelle individuelle. Et nous avons la conviction, et on espère vous la partager, que c'est en conjuguant ces 3 niveaux que le bien-être mental devient un atout dans la rétention et l'attractivité des talents. Et je vous propose de commencer par les attentes des salariés et des candidats autour de la santé mentale au travail. Marine, Margot, je peux être bavarde, donc surtout, si je m'emballe, sentez-vous libre de m'arrêter, hein, parce que vous avez plein de choses hyper intéressantes à dire aussi, donc c'est important qu'on fasse les timekeepers. Vous l'avez compris, moi je travaille au quotidien avec des RH, ça va faire bientôt 10 ans, ça ne nous rajeunit pas, et j'ai observé des changements structurels dans la perception du sujet du bien-être mental. Alors, je me suis demandé pourquoi. J'ai lu un petit peu et il y a 2 facteurs principaux qui expliquent cela d'après la littérature et les observations des gens. D'abord, le premier facteur, en fait, c'est l'arrivée sur le marché du travail d'une génération qui est née après 1995, qu'on appelle la Gen Z. La particularité de cette génération, outre le fait qu'elle a grandi avec des smartphones, c'est que pour eux, pour ses représentants, travail, ça rime avec quête de sens et d'espoir. Et c'est une génération qui n'hésite pas à challenger l'ordre établi dans le domaine professionnel et qui a des attentes très hautes concernant les responsabilités de l'entreprise, la proposition par l'employeur de solutions de soutien et la reconnaissance des enjeux de santé mentale au travail. Et le deuxième facteur qui est vraiment venu transformer ce qu'on avait l'habitude de connaître, ça a été la période du Covid et des confinements surtout, qui ont conduit en fait chacun à une prise de conscience sur plusieurs facteurs. Les frontières entre vie pro et perso, la déconnexion, des questions aussi en lien avec l'isolement pour les personnes qui ont passé les confinements seules, la charge mentale, et tout ça en fait, ce qui réunit en fait tous ces éléments, qu'est-ce que c'est ? C'est la santé mentale. Donc ça a été une prise de conscience parfois dans la douleur, mais qui a eu le mérite de faire émerger un sujet qui était déjà très important, mais dont on ne parlait pas beaucoup. Donc concrètement, comment ça se matérialise ? Parce que les chiffres parlent toujours mieux que les impressions vagues. 69% des millennials, donc ce sont les personnes qui sont nées entre 1980 et 1995, 69% ont déjà quitté leur entreprise pour un sujet de santé mentale. Et quand on parle de la Gen Z, la génération Z, donc celle d'après, c'est 81%. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont arrivées sur le marché de l'emploi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est énorme. On se dit, bon, c'est peut-être un sujet plutôt de jeunes, de personnes qui ont tout au plus une petite quarantaine d'années, mais ça ne concerne pas trop les autres. En fait, si, ça concerne vraiment tout le monde. Puisque le dernier chiffre qui me semblait vraiment essentiel à avoir en tête, c'est que 31% aujourd'hui des arrêts longs sont dus à des troubles psy. Alors qu'en 2020, c'était 14%. C'est énorme, en fait. Donc quand on pense au coût des recrutements et des remplacements, on comprend bien vite qu'au-delà de la considération, de l'attention portée aux humains, et à l'humain avec un grand H, le sujet de la santé mentale en entreprise, c'est aussi une question stratégique sur le plan financier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, chez Moka, on a conçu un calculateur pour chiffrer les coûts liés aux problématiques de santé mentale dans votre organisation. Ça permet de mettre un chiffre sur ce qui, jusqu'à présent, a été considéré parfois comme une impression un peu vague et vous permettre à vous, si vous, comme on le pressent, vous êtes majoritairement
des représentants de la fonction RH qui nous écoutaient aujourd'hui, ça vous permet d'avoir vraiment des chiffres concrets à avancer auprès de votre direction et pour vous, pour construire vos plans. Donc maintenant, que mettre en avant pour soigner votre marque employeur interne et externe? Donc vraiment la perception que vos salariés ont de l'entreprise et de même de vos candidats. J'avais envie de vous partager quelques bonnes pratiques glanées chez nos clients, chez les clients que j'accompagne au quotidien. Donc ce sont des idées et surtout sentez-vous libre aussi de partager les vôtres, ce que vous avez pu tester, déployer. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. En voilà quelques-unes pour commencer. Eh bien, formez vos managers à la communication bienveillante, à la sécurité psychologique et pourquoi pas même à des sujets vraiment où on appelle un chat, comment prendre soin de la santé mentale de mes salariés. Ça peut être des sujets comme ça. C'est hyper important parce que d'une part, vos managers se sentiront mieux accompagnés, ils risqueront moins de commettre des impairs et donc ça permettra d'éviter des situations qui peuvent parfois dégénérer et amener à du harcèlement, des burn-out ou du mal-être. Et ça, c'est en interne, mais à l'externe, ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est de, par exemple, mettre en avant les managers en lien avec le poste qui est ouvert directement dans l'annonce. Comme ça permet de créer une relation humaine, potentiellement de contacter son futur manager, de poser des questions. Enfin bref, ça donne de la visibilité et ça rassure. Et vous pouvez aussi préciser ce qui est mis en place pour former les managers. Ce sont des choses qui sont attendues par les nouvelles générations. Vous pourrez consulter une étude qu'on a menée en lien avec Job Teaser à ce sujet que j'ai trouvé passionnante et qui le met vraiment en avant. Deuxième idée, mettez en place une charte de déconnexion et instaurez des plages horaires sans réunion en interne. Ça permet à chacun de recharger ses batteries et de gagner en efficacité à la fois. Aujourd'hui, avec la possibilité, par exemple, de envoyer des mails, de les décaler, de programmer ces emails, je trouve le mot, eh bien, on n'a plus trop d'excuses d'envoyer des emails au milieu du week-end ou au milieu de la nuit. On peut travailler quand bon nous semble, mais respecter la déconnexion de ces équipes assez facilement. La technologie le permet. Et enfin, sensibiliser vos équipes, tout le monde sur les sujets de santé mentale grâce à du partage de contenu en lien avec l'actualité par exemple. Il y a tout plein de dates, on pourra vous partager des éléments là-dessus si ça vous intéresse, mais tout plein de dates qui permettent de surfer sur les actualités pour toujours faire de la sensibilisation. On a la semaine de la QVCT qui arrive en juin, on a la semaine de la santé mentale qui est en octobre. Ce sont des moments qui sont clés. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi organiser des webinars ou des ateliers de sensibilisation sur la prévention du stress ou du burn-out, par exemple, la charge mentale. Et pourquoi pas des accompagnements individuels, c'est ce que font nos clients, pour vraiment permettre à chacun d'explorer ses besoins, de les comprendre, de se comprendre et de se sentir le mieux possible dans sa vie. Donc on a vu que la santé mentale est au cœur des attentes des travailleurs et surtout des jeunes, que la négliger, ça coûte cher aux entreprises, tant humainement que financièrement, et quelques idées mises en place par nos clients chez Moka. Maintenant, je vais laisser Marine vous partager comment la QVCT permet de préserver la santé mentale. Marine, je te laisse le micro. Merci Sophia. Donc en effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la question de la santé mentale, c'est pas qu'un sujet individuel, mais qui est plutôt organisationnel. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont une obligation de moyens pour préserver la santé mentale des collaborateurs. Et déployer sa QVCT au quotidien, ça peut aller dans ce sens-là, ça peut être un levier. D'une part, parce que ça permet de réduire les facteurs nocifs du travail, par exemple de réduire les sources de stress, mais d'autre part, ça permet également de favoriser les facteurs favorables au bien-être et à la productivité, comme tu disais, Sophia, tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, si les entreprises veulent préserver la santé mentale de leurs collaborateurs grâce à la QVCT, elles vont avoir 4 angles d'attaque, si on peut dire, qui vont permettre d'atteindre cet objectif-là.
Le premier, qui est le plus connu, ça va être la gestion des exigences professionnelles. On sait que ça peut être générateur de stress au quotidien. Ça peut par exemple provoquer des burn-out. Et donc les entreprises peuvent mettre en place des choses pour améliorer le cadre de travail, notamment en proposant une organisation du travail qui est opérationnelle, en donnant accès aux bonnes ressources, en offrant de la latitude également aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'organiser et gérer cette exigence-là, et veiller également au respect de l'équilibre vie pro-perso. Donc ça, c'est la théorie. Mais si on va sur le terrain, on voit qu'il y a encore du travail. Tous les ans, chez Great Place to Work, nous menons une enquête auprès d'un panel représentatif de 4000 salariés français. Et à partir de là, on arrive à évaluer un petit peu, à prendre la mesure des tendances du marché du travail. Et on a demandé, par exemple, aux salariés français s'ils étaient encouragés à conserver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et bien, il n'y a que 54% d'entre eux qui disent percevoir cet effort-là dans leur entreprise. C'est extrêmement faible. Par contre, heureusement, il y a des entreprises aujourd'hui qui vont être innovantes, qui vont prendre ce sujet à bras-le-corps. Si on regarde par exemple donc, les entreprises que nous certifions et celles qui vont dans notre palmarès, donc les Best Workplaces, donc la crème de la crème, on voit que ce chiffre passe à 86%. Donc à partir de là, si on met en place de vrais dispositifs, on voit qu'on peut permettre de mieux gérer les exigences professionnelles et à terme de préserver la santé mentale des collaborateurs. Une petite pratique très rapidement également pour montrer au final que c'est possible, qu'on peut préserver la santé mentale en sachant gérer les exigences professionnelles, c'est chez Cloud Temple. Donc c'est une entreprise qui mobilise ses managers pour justement garantir le respect de cet équilibre entre la vie professionnelle et privée. Et justement, les managers définissent les horaires avec les collaborateurs en fonction des tâches, des objectifs, etc. Ils permettent aux collaborateurs de partir un peu plus tôt si besoin, si par exemple il y a un impératif professionnel ou tout simplement s'ils ont fini leurs tâches pour la journée. Et enfin, ils sont formés à décourager les collaborateurs au travail du soir ou du week-end. On voit ici que les managers peuvent être des ressources à mobiliser pour développer la QVTC et à terme préserver la santé mentale. Le deuxième levier qui peut être mobilisé par les entreprises pour développer ce cadre bienveillant au sein de l'organisation, ça va être l'accompagnement dans les changements du travail. On sait qu'un changement, ça peut être un facteur de stress. Déjà, on peut avoir la sécurité de son emploi, la sécurité de l'avenir. On peut se questionner sur le fait si on a toujours sa place dans l'organisation, si on va pouvoir atteindre les nouveaux objectifs, etc. Et donc, à partir de là, la communication du changement va être clé, la pédagogie, mais également la collaboration. On sait que les collaborateurs qui sont associés à la conduite de changement vivront mieux ces différentes transitions. Mais là encore, il y a du travail, puisqu'on sait que le management participatif n'est pas encore quelque chose de pratiqué dans l'ensemble des entreprises. Si on regarde notre enquête des salariés français, ils sont que 46% à être associés aux décisions ayant un impact sur leur travail ou sur leur environnement professionnel. Il y a des entreprises qui se saisissent de ce sujet et qui sont innovantes. Si on regarde dans notre palmarès des Best Workplaces, le chiffre passe à 79%. Donc une fois encore, on voit que si certains dispositifs, certaines actions sont mises en place, elles portent leurs fruits. Un exemple de pratique très simple pour montrer comment est-ce qu'on peut associer les collaborateurs dans la conduite du changement et, in fine, répondre à leurs besoins et préserver leur santé mentale, c'est SNCF Connect & Tech qui a choisi de déménager en 2024 et qui a choisi d'associer ses collaborateurs dans ce projet-là pour pouvoir construire, aménager des espaces de travail qui répondent au mieux à leurs attentes, à leurs besoins. Et donc, ils les ont mobilisés en amont sur des phases d'écoute, d'idéation, pendant l'expérimentation également et l'adoption, et également in fine, donc sur des phases d'écoute, d'amélioration, pour toujours rester dans une démarche d'amélioration continue et vraiment trouver les réponses les plus adaptées pour répondre aux besoins des collaborateurs et préserver au final leur santé mentale. Le troisième axe sur lequel les entreprises peuvent opérer aujourd'hui, ça va être sur la question des relations, le maintien de relations pérennes dans le monde du travail. On sait que les salariés français ont de grosses attentes en termes de convivialité. C'est quelque chose de très important pour eux dans le monde du travail. Mais la relation avec le management est également clé pour préserver la confiance dans l'organisation. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, les salariés, les managers ne sont pas forcément accessibles
auprès des collaborateurs pour pouvoir entretenir cette relation-là. Et c'est un vrai problème pour la question de la santé mentale, pour justement être accessible au quotidien, percevoir d'éventuels problèmes et réagir, être proactif en réaction. Et donc, une pratique innovante, ça va être Scalian, qui a mis en place une météo collaborateur. Bon, jusqu'ici, vous me direz peut-être pas très innovant, un baromètre social, il y en a dans beaucoup d'organisations. Mais en fait, si, parce que ce baromètre est fait tous les mois pour capter la satisfaction, le degré de satisfaction des collaborateurs. Et à chaque fois qu'il y a une insatisfaction qui est remontée, on demande aux collaborateurs de la justifier et surtout, une alerte est tout de suite envoyée au manager pour qu'il prenne connaissance de cet état de fait et qu'il soit proactif dans les actions mises en place. Donc, c'est quelque chose de tout à fait novateur qui va permettre de renforcer cette relation avec le manager pour qu'il soit soutien de la santé mentale au quotidien. Et enfin, le dernier aspect, ça va être la question donc, du respect des attentes et des valeurs des salariés. Une fois encore, l'objectif, c'est que le salarié se sente en sécurité dans son environnement de travail, c'est-à-dire qu'il ne se sente pas tiraillé entre ses valeurs personnelles et l'activité, l'impact de l'activité qu'il a au quotidien, et puis qu'il sente qu'il a pleinement sa place dans l'organisation, qu'il est un membre de l'équipe et qu'il peut développer son potentiel à part entière. Sauf qu'il y a encore beaucoup de contrôle auprès des salariés, puisque lorsqu'on regarde notre enquête des salariés français, 57% d'entre eux disent, seulement 57% affirment pouvoir être eux-mêmes au travail. Donc on voit qu'une grande partie des salariés mettent encore un masque pour se préserver, ne se sentent peut-être pas en confiance, et c'est un vrai sujet en termes de sécurité mentale, puisque ça peut générer un sentiment d'insécurité et de stress. Ce chiffre passe à 88% chez nos best workplaces, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, notamment pour favoriser l'inclusion. Un dernier exemple de bonne pratique, avant de te repasser le micro, Sophia, c'est chez une entreprise qui est très innovante, Disneyland Paris, qui a voulu garantir un environnement inclusif pour ses collaborateurs. Et donc, ils ont mené une enquête pour comprendre un petit peu comment les collaborateurs vivaient cet enjeu-là au quotidien. Et c'était hyper intéressant parce qu'ils ont vu qu'au final, s'il y avait des comportements inadaptés, c'était pas forcément en interne vis-à-vis des autres collègues, mais plutôt venant des visiteurs du parc. Et là, on voit que c'est vraiment un souci de préservation de la santé mentale, du bien-être mental, puisqu'ils ont pu adapter des actions ciblées et complètement corrélées avec les enjeux du quotidien pour éviter à ce genre de situation d'apparaître et assurer un environnement sécurisant à leurs collaborateurs. Donc voilà, tout ça, c'était pour vous montrer qu'au final, la santé mentale, c'était pas qu'un sujet individuel et que les entreprises avaient vraiment un rôle à jouer pour poser un cadre bienveillant au quotidien. Merci beaucoup Marine, je trouve ça hyper riche d'avoir ce cadre d'analyse avec les 4 facteurs qui nous permettent de prendre soin de la QVCT. Donc l'exigence et l'organisation du travail, les changements, le management et les relations au travail, les attentes et valeurs des salariés, ça permet de pouvoir catégoriser les actions qu'on a envie de déployer et savoir si ça, comment on structure notre approche. C'est hyper précieux. Margot, je te propose à présent de nous parler de ton quotidien, de nous partager les conseils concrets pour prendre soin de notre propre bien-être et de celui de nos équipes. Avec grand plaisir. Comme l'ont dit Marine et Sophia, l'idée c'est de pouvoir vous donner des insights à la fois d'un point de vue organisationnel et individuel. Et l'idée, c'est de vous donner et de vous partager des outils concrets que vous pourrez pratiquer dès la fin de ce webinaire. Donc, je vais vous en partager plusieurs et évidemment, l'idée, c'est de piocher ceux qui fonctionnent pour vous, de les tester, puisque chacun gère sa santé mentale à sa manière. Donc, c'est important de vraiment tester. C'est ce que je vous invite tous et toutes à faire. Premier constat, grâce à Great Place to Work, on a beaucoup de données et de chiffres qui confirment justement les tendances plus qualitatives que nous, on peut avoir dans le cadre de nos accompagnements. C'est qu'aujourd'hui, on constate que les RH et les populations, notamment de DRH, sont sujettes, notamment depuis le Covid, à ce qu'on appelle, nous, la fatigue compassionnelle, c'est-à-dire vraiment cette sensation d'être une éponge émotionnelle qui s'observe davantage dans ces populations avec des postes d'aidance. Donc, quand on est confronté justement au quotidien
à une forme de décharge émotionnelle qui vient nous affecter. Et donc, sur cette étude, on remarque que 35% des DRH affirment que leur activité professionnelle a un impact négatif sur leur santé mentale, contre 24% de la population française. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage. Et c'est important justement d'avoir ce chiffre en tête, déjà de 1 pour vous autoriser à prendre soin de vous aussi en tant que RH. J'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à occuper ce poste aujourd'hui. Et surtout, d'une manière plus large, en tant que travailleur et que personne qui, au quotidien, se retrouve confrontée à ses propres émotions et aux émotions des autres, la priorité, c'est évidemment de prendre soin de soi. Pour bien illustrer ce concept, j'aime beaucoup utiliser la métaphore du masque à oxygène qui tombe dans l'avion, que vous avez sûrement déjà peut-être entendu. En fait, on nous dit de mettre le masque à oxygène sur nous avant de le donner aux autres. Cette métaphore, elle illustre bien le rapport justement à la santé mentale, et c'est de se dire que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et nous, c'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup aussi pour devenir psychologue, d'avoir cette maîtrise de soi, puisque notre propre outil de travail, c'est notre santé mentale. Et donc, l'idée, c'est de l'appliquer à vous au quotidien pour que vous puissiez aussi vous autoriser à vous prioriser. Comment est-ce que concrètement, on fait un petit scan et un petit check-up de sa santé mentale? L'idée, c'est de prendre un peu de hauteur et d'utiliser ce qu'on appelle ces 3 C pour faire cette vérification. Okay, donc, le premier C, c'est la conscience. Prendre conscience de ses états internes, de justement son état mental aussi, comment je me sens, quelles sont mes émotions, quelles sont mes pensées, quels sont mes comportements. Ça permet vraiment de prendre de la hauteur et de mettre des mots, de verbaliser sur son état actuel. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de focaliser sur son corps, sur sa respiration. Essayer aussi d'utiliser des techniques justement de scan corporel qui permettent de se reconnecter aussi à soi. Et quand vous avez le temps, reprendre le temps de respirer, puisque on a tendance malheureusement à ne plus trop savoir respirer, et pour autant c'est notre premier levier justement pour nous détendre et nous apaiser. Et on vous partagera quelques bonnes pratiques plus tard sur la respiration. Et le troisième check-up à mettre en place, c'est le choix. Pourquoi le choix? Parce qu'en fait, en tant que RH notamment, on n'inflige pas son aide. Ça, c'est super important. Et on a toujours le choix de répondre ou de ne pas répondre à une demande ou à une requête. Et par son poste, parce qu'on est responsable RH, parce qu'on est manager d'une personne, parfois on s'inflige justement de fournir un soutien par rapport à ce rôle. Et l'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'on est dans un état émotionnel stable pour pouvoir justement aider la personne. Et rappelez-vous ce masque à oxygène. Est-ce que vous avez pris justement votre propre respiration, votre propre oxygène pour pouvoir aider les autres? Donc, posez-vous ces questions. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, dans un temps 2, c'est aussi partager ces bonnes pratiques dans votre entourage pour que vous puissiez aussi diffuser cette vérification de soi qui est vraiment primordiale pour s'assurer qu'on est dans une bonne disponibilité mentale, que ce soit physique ou psychologique. Une fois qu'on a vérifié ces 3 C, ce qui est important, c'est de garder cette fameuse juste distance pour éviter de se laisser embarquer par les émotions des autres, de devenir une forme d'éponge émotionnelle. Pourquoi c'est important de ne pas se laisser embarquer? Parce qu'en fait, on n'est pas responsable des émotions des autres. Souvent, j'entends dans toutes les thématiques relationnelles, tu m'as mis en colère, tu m'énerves. En fait, non, je suis en colère, je suis énervée. Et c'est important, justement, de garder en tête que chacun est responsable de ses propres émotions. Et donc, que chacun est responsable de ses propres problèmes. On ne peut pas responsabiliser une personne d'un problème tiers. Donc, on ne va pas s'approprier les difficultés de l'autre. Ça ne veut pas dire
qu'on ne les comprend pas. Et c'est bien la différence entre l'empathie et la sympathie. Donc, c'est cette question de juste distance, d'où cette jauge. Et l'idée, c'est de soutenir la demande d'aide, de comprendre ses besoins, mais de pas agir à sa place, ok? Parce que sinon, on va tendance à survictimiser aussi la personne. Donc là, on retient bien qu'on n'inflige pas son aide et on revient aussi à ces 3C pour vérifier qu'on est à la bonne place. Une fois qu'on a fait ces petites étapes, on va essayer d'instaurer ce qu'on appelle le climat de la sécurité psychologique. En fait, ce concept, il est assez intéressant. Il a été mis en place par une psychologue qui s'appelle Amy Edmondson. Et en fait, elle a fait une découverte plutôt par erreur dans le cadre d'une de ses études où elle travaillait dans le milieu hospitalier. En fait, son intention, c'était d'étudier le travail d'une équipe hospitalière et le rapport à l'erreur. Et elle partait du postulat qu'une équipe performante était une équipe qui faisait le moins d'erreurs. Et 6 mois de données plus tard, on se rend compte que dans cet hôpital, eh bien, c'est l'inverse. En fait, plus on fait d'erreurs et plus on se sent justement en sécurité psychologique, puisqu'il y a une performance plus élevée de cette équipe dans cet hôpital par rapport aux autres équipes. Donc, en fait, il y a une corrélation inverse par rapport à ce que Amy Edmondson s'attendait. Et donc, le postulat, c'est que les meilleures équipes produisent le plus d'erreurs. L'idée, c'est que vous puissiez développer votre propre sécurité psychologique à l'échelle donc individuelle pour que ça se diffuse aussi au niveau de l'équipe et d'un point de vue organisationnel, puisque c'est le facteur numéro 1 d'une équipe performante qui a été justement aussi une autre étude réalisée chez Google notamment, où on s'est rendu compte que le facteur premier de performance chez Google, c'est ce sentiment de sécurité psychologique. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour développer cet état-là? Il y a 3 petites phrases qui sont assez aidantes justement au quotidien pour travailler là-dessus. La première, c'est oser dire qu'on ne sait pas. Okay, c'est important justement de garder cette forme de vulnérabilité pour éviter ce que disait Marine tout à l'heure, porter ce masque social qui coûte en énergie et en temps et qui va justement mettre une personne dans une forme de chronicité, à risque et en souffrance. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième phrase, c'est oser demander de l'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Et ça, c'est une phrase qui est super importante pour justement éviter l'isolement, éviter de mettre une personne à risque sur une situation. Et le troisième point, en lien avec justement l'étude qui a été faite par Amy Edmondson, c'est s'autoriser à faire des erreurs. Puisque justement, les meilleures équipes produisent le plus d'erreurs et donc se le disent. Donc ça, c'est 3 petites phrases qui sont assez banales comme ça à première vue. Et pour autant, plus vous les pratiquez, plus vous allez avoir un impact majeur sur la productivité, sur l'innovation aussi à l'échelle de l'équipe et de l'entreprise. Pour comprendre un peu toutes ces démarches et justement favoriser les communications saines, une fois que vous vous sentez en sécurité psychologique, on a un outil qu'on pratique beaucoup, nous, au quotidien, qui s'appelle le DESC. Et cet outil, il est très intéressant à la fois pour justement favoriser cette reconnaissance au quotidien, au travail, qui est indispensable, et surtout pour développer cette posture d'assertivité. Donc, pour être en posture d'assertivité, l'idée, c'est que ce soit aussi quelque chose qui se travaille. On pratique au quotidien cet acronyme, donc de 4 lettres. On commence par toujours décrire d'une manière factuelle et objective une situation. Typiquement sur une personne qui est en retard, eh bien, on va garder ce moment factuel en disant « je vois que tu es arrivé avec 10 minutes de retard à la réunion qui était censée commencer à 9h, par exemple. Tu es arrivé à 9h10. » On ne met pas d'affect encore là-dessus et on reste sur quelque chose d'objectivable pour éviter justement le risque d'être dans le passif-agressif où la personne, elle va se sentir directement attaquée
et donc se mettre sur la défensive quand on utilise le tu. Tu es en retard, par exemple. Donc ça, on revient toujours aux émotions en les formulant avec le je. C'est hyper important. Et la deuxième étape, c'est le E, donc la partie émotionnelle, qui est souvent très difficile en entreprise, parce que les émotions et le travail, ça a souvent été pendant pas mal d'années quelque chose qui n'était pas forcément très compatible. Donc au fur et à mesure, on est en train justement de remettre tout ça dans le travail et au quotidien. Et donc concrètement, c'est parler de ces émotions, parler de ce que ça crée pour vous, donc ce que je disais tout à l'heure. Je suis en colère, je suis énervée, je suis stressée. C'est vous qui êtes responsable de vos émotions. Donc, le plus difficile, c'est de formuler avec le jeu. Et c'est un exercice que j'essaye au quotidien de travailler avec les différentes personnes que j'accompagne, que ce soit en thérapie ou en formation. Et vraiment, ça a l'air simple comme ça, et pour autant, c'est pas si évident. Donc, reconnectez-vous avec vos besoins en formulant toujours vos émotions avec le jeu JE, c'est super important. Une fois que vous avez fait cette étape, eh bien, vous serez plus à l'aise pour spécifier quels sont vos besoins, puisque derrière chaque émotion, évidemment, il y a un besoin à nourrir. Et que toute émotion qui n'est pas nourrie, eh bien, elle va revenir toquer à votre porte. Et là, on va finir par avoir cette cocotte qui va exploser parce que on n'a simplement pas écouté ses émotions. Donc, plutôt que de faire l'autruche, on écoute ses émotions et on spécifie le besoin associé derrière. Ok ? Donc, a priori, si je suis stressée par le retard justement d'une personne, d'une collègue, d'un collaborateur, eh bien, je spécifie mon besoin d'être réassuré, par exemple, d'être prévenu suffisamment en amont. Et donc, on propose une solution qui est facile justement à mettre en œuvre. Et on finit toujours évidemment pour la dernière étape, qui est l'étape de conclusion pour présenter aussi les conséquences bénéfiques que cette solution a pour tous. Donc ça, c'est important de finir là-dessus. Et de s'assurer que tout est clair pour tout le monde. En fait, le desk, c'est primordial au quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle. Pourquoi c'est important ? Parce que les émotions, c'est pas branché en Wi-Fi et donc on ne pourra jamais deviner les besoins des autres. Et que chacun a des besoins différents en fonction des moments et en fonction des personnes avec lesquelles elles se trouvent. Donc si vos émotions, elles sont mal gérées, malheureusement, ça peut conduire justement à une forme d'épuisement professionnel. Donc, apprendre cet outil, c'est justement prévenir aussi d'éventuelles situations de souffrance et pouvoir aussi la pratiquer à votre échelle pour aussi la diffuser derrière dans les différentes équipes dans lesquelles vous travaillez. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, ce qui est important, c'est de prendre du temps pour vous, prendre aussi des moments de pause. Nous, on aime beaucoup les acronymes, donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est caler dans votre agenda un RMM, rendez-vous avec moi-même, où vous pouvez faire ce scan corporel, reprendre les 3C et pourquoi pas tester la respiration. Nous, chez Moka, on est très friands de la cohérence cardiaque. Donc, on vous a mis aussi un petit QR code là si vous voulez télécharger l'application. C'est vraiment une application très intuitive qui vous permet donc de pratiquer cette cohérence cardiaque, de réapprendre à respirer, parce que souvent, la respiration, du coup, peut avoir un impact délétère. On respire plus de 20 000 fois par jour. Et c'est pour ça que réapprendre à bien respirer, ça permet d'apaiser les tensions. Ça a un impact aussi court-termiste et sur le long terme. Si on veut l'ancrer dans ces rituels du quotidien, ce que je vous invite à faire, c'est pratiquer la méthode 3-6-5. Donc, l'idéal, c'est de le faire 6 respirations par minute. Et là, vous allez être guidé aussi avec l'application. Pendant 5 minutes, vous pouvez aussi utiliser que 2 minutes si vous avez moins de temps, 3 fois par jour, donc plutôt le matin, le midi et la fin de journée, et tous les jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 5 minutes de cohérence cardiaque, ça va aider l'organisme à se réguler entre 3 et 6 heures. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le répéter
au cours de la journée de manière espacée. Et surtout, ça va agir sur notre système nerveux autonome, qui est responsable justement de notre stress. Donc, gardez en tête que vous avez cet outil à disposition au quotidien, que c'est aussi facile de le pratiquer, puisque vous avez simplement besoin d'être assis. Idéalement, on peut le pratiquer aussi allongé. En tout cas, au bureau, c'est aussi activable. Donc, je vous invite tous et toutes à prendre ce temps pour respirer, à garder en tête que, de manière générale, même sans pratiquer la cohérence cardiaque, dès que vous avez besoin de vous relâcher, d'être détendu, toujours expirer plus de temps qu'on inspire. À l'inverse, si vous avez besoin de vous réénergiser et que vous avez une réunion un peu importante après une pause déjeuner, par exemple, on inspire plus longtemps qu'on expire. Et vous allez voir que ça va vous aider au quotidien et vous pourrez, pourquoi pas aussi, commencer vos réunions comme une nouvelle bonne pratique avec cette cohérence cardiaque. Donc, j'espère que vous pratiquerez ça en individuel et en collectif très vite. Tout à fait, c'est ce qu'on fait chez Moka. On commence les réunions importantes et un peu longues avec juste 2 minutes de cohérence cardiaque et ça aide beaucoup à être recentré. La première fois, ça fait bizarre, je vous le cache pas, mais c'est vraiment quelque chose de très, très utile et très efficace. Il nous reste 4 minutes pour traiter quelques questions. Merci beaucoup à tous. Je vois que les échanges ont été très vifs et très riches dans le chat et que vous êtes nombreux à avoir posé des questions. On va commencer par celle de Marine. Ce sujet doit être porté par les managers, mais j'ai souvent l'impression qu'on charge un peu trop la mule des managers et qu'il faudrait qu'il ne soit que soutien des choses mises en place par le service RH ou la direction de façon plus large. Qu'en pensez-vous ? Bien Marine, oui, évidemment, Marine, les deux Marines se rejoignent sur cette thématique. C'est quelque chose qui est souvent porté par les managers. En effet, nous, notre politique chez Moka, et Marine, je te laisse la parole juste après pour compléter, évidemment, c'est qu'en fait, les managers ont un rôle à jouer, mais les managers sont aussi des salariés. Donc, ce que vous mettez à disposition de tous, par exemple, beaucoup d'entreprises qu'on accompagne mettent à disposition des sessions individuelles, vous pouvez aller encore plus loin auprès des managers en leur proposant quelques-unes en plus et aussi des coachings en cas de changement de poste, des formations comme on l'a évoqué plus tôt. Et tout ça, c'est hyper important en fait d'avoir une offre sur mesure par typologie de population dans votre entreprise et pas juste de remettre la charge mentale et la responsabilité sur juste les managers et de se débarrasser du sujet. Je vous partage tout de suite dans le chat un article qui est passionnant sur la charge émotionnelle des managers. Et en effet, pour compléter donc le propos de Sophia, donc chez Great Place to Work, on est complètement alignés. Pour rebondir sur certains chiffres de notre enquête Great Inside que Margot tu as présenté, les RH déclarent avoir une santé mentale un peu plus fragilisée que la moyenne des salariés français. Il en est de même pour les managers de proximité. En effet, on leur demande beaucoup et c'est un vrai défi actuellement qui est posé où on leur demande de mener beaucoup de choses avec moins de temps disponible. Généralement, chez Great Place to Work, lorsqu'on accompagne les entreprises qui souhaitent mettre en place plus de qualité de vie au travail, en général dans leurs organisations, la première préconisation, c'est le soutien du top management. On se rend compte que rien ne peut être possible si ce n'est pas impulsé par le haut. Et en effet, voilà, c'est vraiment la condition vraiment préalable qui va permettre au final au manager et également au RH, qui ne peut pas porter seul également, pour renforcer ce sentiment de bien-être et de santé mentale dans les organisations. Merci beaucoup. Une deuxième question qu'on peut prendre, et je pense que ce sera tout, parce que après on devra laisser le micro à d'autres. Est-ce que vous pensez que les approches du développement personnel peuvent être utiles pour aider les collaborateurs dans leur santé mentale ? Margot, peut-être ? Oui, alors toute approche peut être utile. Je pense que ce qui est surtout primordial, c'est de trouver le bon accompagnement et le bon praticien. Le développement personnel aujourd'hui, c'est un terme assez galvaudisé, donc toujours regarder avec précaution aussi
ce que vous lisez, les termes qui sont utilisés. C'est pour ça que l'expertise aussi est importante et que le travail se fait évidemment à l'échelle individuelle. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est travailler sur vous, c'est investir sur vous et de se faire accompagner aussi. Ça fait partie de ce qu'on se disait, de pouvoir demander de l'aide, avoir ce soutien, que ce soit aussi un soutien entre pairs, entre RH, qui permet justement aussi de se retrouver, de partager les meilleures pratiques, comme on vient de le faire en ce moment. Et nous, on aime bien justement ces moments collaboratifs chez Moka, puisqu'on accompagne beaucoup de RH sur ces sujets-là. Et c'est tout très riche de proposer des moments d'échange pour grandir et avoir ce développement qui soit personnel et aussi professionnel. Tout à fait. Eh bien, ça y est, l'heure est arrivée. On va vous laisser. Vous recevrez le calculateur de la santé mentale que nous évoquions au début par mail via Parlons RH. Et on est très heureuse d'avoir pu être avec vous aujourd'hui. Merci à tous. Un grand merci pour votre temps et belle fin de journée à tout le monde. Un grand merci à vous. Bonne fin de journée.